Bonjour, Bonjour. merci beaucoup de nous donner un peu de votre temps aujourd'hui. Avec plaisir. Vous êtes à Angers depuis quelques jours, vous êtes jury au Festival Premier Plan, là où vous étiez déjà venu, il me semble, par le passé pour d'autres raisons, pour vos projets à vous. Quel est votre sentiment de vous retrouver dans ce festival? Est-ce que tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé, oui. Bon, moi, je me sens très attaché à la ville d'Angers, en fait, tout autant qu'au festival. Alors voilà, moi, j'étais venu au festival pour mon premier film, Hope, où on avait fait la lecture du scénario, on avait gagné, on avait montré le film après, on avait encore gagné. Donc voilà, moi, j'aime bien ce festival. Mais je suis surtout attaché à Angers parce que j'ai fait ensuite un autre film qui s'appelle Camille, qui est d'après l'histoire vraie de Camille Lepage, photojournaliste angevine qui a été tuée en République centrafricaine. Et voilà, on a tourné une petite partie, mais quand même une partie du film ici à Angers. La maman de Camille Lepage habite à Angers. Je suis allé la voir hier. Voilà, je me sens attaché à cette ville maintenant à cause de ce film. Votre dernier film, Histoire de Suleiman, a rencontré un très grand succès à tout niveau, plusieurs prix, etc. Comment ce projet a commencé pour vous et pourquoi vous étiez intéressé à cette histoire? Pourquoi vous vouliez faire ce film? Bah, ça faisait un moment, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse aux questions migratoires, on va dire. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier film de fiction qui s'appelle Hope, raconte l'histoire de deux Africains migrants sur la route de l'Europe. Et le film se termine sur la mer Méditerranée quand ils sont en vue des lumières de l'Espagne. Et souvent par la suite, je me suis dit, mais est-ce que je devrais pas raconter la suite? Alors ça veut pas dire raconter la suite forcément avec les mêmes personnages, mais raconter ce qui arrive aux migrants ici, voilà, une fois qu'ils sont là. Et c'était pas évident pour moi de faire ce film-là parce que mon désir de cinéma est toujours allé avec un désir de partir loin, ailleurs, voilà, de vivre des aventures dans des contrées lointaines, hein, voilà. Donc l'idée de faire un film à Paris avec des gens, enfin vraiment parfois au coin à 2 rues de chez moi, c'est pas mon ADN de cinéaste au départ. Donc ça a mis un peu du temps, et j'ai un peu cherché, puis non, puis en plus quand on est cinéaste, on part pas juste sur un sujet comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous tienne de manière un peu plus précise. Et en fait, cette chose, elle est arrivée pendant le confinement, en 2020 donc, quand tout d'un coup on a été confinés, que les rues de Paris se sont vidées. Et dans les rues de Paris, on voyait plus que les livreurs en fait. Il y avait plus que eux dans les rues, donc c'était très spectaculaire de les voir. Il y avait que eux dans les rues, ils étaient tous africains et comme je l'ai compris assez vite, tous sans papier. Et là, il y a eu une évidence pour moi que c'était un sujet enfin c'était un sujet pour moi, quoi. Et comment vous avez rencontré votre acteur? Alors ça, c'est venu beaucoup plus tard, hein, parce que j'ai commencé à travailler moi sur le scénario en 2020, puis le temps d'écrire, c'est long. Ça m'a emmené jusqu'en 2023 et début 2023, on a lancé un grand casting de non professionnels que j'ai commencé dans les rues de Paris, donc en cherchant à rencontrer un maximum de livreurs guinéens, en auditionnant plein comme ça. Et puis au bout d'à peu près, je sais pas, avoir auditionné à peu près 200 personnes, avoir au bout de 2 mois et demi de recherche, un jour, on a élargi la recherche, on est arrivé comme ça un jour à Amiens, donc petite ville du nord de la France. Et là, une association avait réuni pour nous 25 jeunes et guinéens. Et parmi ces 25 jeunes, il y avait Sangaré. C'est toujours difficile de mettre des mots sur ce qui se passe en casting parce qu'il y a une sorte d'évidence que la caméra, il y a des gens qui accrochent la caméra, la caméra aime certaines personnes plus que d'autres et c'est compliqué parfois de mettre des mots dessus. Je dirais que quand on fait du casting sauvage et qu'on cherche quelqu'un pour incarner un rôle de ce type-là, la première chose qu'on cherche, c'est quelqu'un sur qui on va pas se poser des mauvaises questions. Je sais pas, il y a des gens parfois pour une particularité physique qui font qu'on va se poser des mauvaises questions sur eux. Donc faut qu'il y ait quelque chose d'un peu indubitable chez le personnage. Et puis après, voilà, il y a une cinégénie. Et cinégénie, c'est pas la même chose que être beau. Alors il est très beau, hein, Sangaré, ça c'est sûr. Presque trop beau pour moi. Ça m'a donné une méfiance au début. Mais il y a une cinégénie, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe sur son visage, dans ses expressions, dans sa manière de se tenir physiquement, qui fait qu'il accroche la caméra. Et je me souviens qu'on a fait une improvisation pas la première fois où je l'ai vu, mais ensuite, la semaine suivante, on l'a fait venir à Paris, on a fait des impros ensemble de nouveau.
et une improvisation comme ça où il y avait un moment de silence et ce silence avait une intensité très particulière. Avant même de commencer à écrire, je suis parti dans les rues de Paris déjà la première fois, et j'ai essayé de parler aux donc j'ai arrêté dans la rue, des livreurs, alors il y en a certains qui m'ont dit: «J'ai pas le temps», il y en a qui se sont enfuis, en pensant que j'étais peut-être de la police ou voilà. Mais il y en a quand même plein qui ont accepté de parler avec moi et ceux qui étaient d'accord pour parler, on s'est donné un rendez-vous et puis on se voyait comme ça dans un café, on prenait le temps et à ce moment-là, vraiment, on faisait des très longues interviews pour un petit peu me donner le temps de rentrer dans les détails, de savoir comment ils travaillaient, comment s'organisait leur travail, combien ils étaient payés, où est-ce qu'ils vivaient, où est-ce qu'ils dormaient, où est-ce qu'ils mangeaient, comment ils étaient arrivés en France, où ils en étaient des questions de papier, voilà. Et je dirais, on a fait comme ça 15-20 interviews vraiment longues et suivies qui nous ont donné cette matière documentaire à partir de laquelle ensuite j'ai commencé à écrire le scénario. Et vous avez de l'expérience avec le documentaire, avec le format documentaire. Et Histoire de Suleiman est un film très réaliste en fait. Comment vous avez établi cette forme, cette méthode de travail de suivre le personnage de façon le plus réaliste possible? Je pense que ce qui donne un aspect un peu documentaire au film, c'est 3 choses. La première chose, c'est que le film est très documenté et je pense que quand on le sent, quand on le voit pardon, on le sent que ça parle de choses réelles avec des détails qu'on ne peut pas inventer. Voilà. Ça vient de ce travail de repérage que j'ai fait au début qui font que, bah, tout ce qu'on raconte dans le film, même si c'est de la fiction, c'est des choses réelles. Il y a des petits détails sur comment les rapports entre le livreur et son titulaire de compte, à qui il loue le compte, les histoires d'asile, la manière dont les gens se préparent pour l'asile. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on m'a racontées, que j'aurais pas pu inventer. En vrai, j'ai rien inventé pour le film. C'est pas un film sur lequel j'ai inventé des choses. Ça, c'est la première chose. Gros travail de documentation. Ensuite, je dirais que c'est le choix de faire un casting de non professionnels. C'est-à-dire que je ne vais pas choisir des acteurs qui vont venir bien dire leurs phrases avec leur métier d'acteur, mais je prends des gens qui, dans leur vie, sont très proches de ce que le film raconte. Les livreurs, à part Sangaré qui n'était pas livreur, mais les livreurs dans le film sont tous des vrais livreurs. Le titulaire de compte a été titulaire de compte. La personne qui fait répéter l'asile a fait ça un petit peu aussi. Voilà, on prend que des gens qui sont très proches dans leur vie de ce qu'ils sont. Et ça, c'est pour moi très nécessaire. Pour moi, qui suis un cinéaste blanc, moi, je suis pas africain, je suis pas livreur. Je m'empare d'une vie qui est très loin de la mienne. On peut pas faire ça n'importe comment, en fait. Si j'écris un scénario dans ma tête avec une histoire que j'imagine et des choses que j'imagine et qu'ensuite je donne ça à des acteurs, c'est la catastrophe. On va faire un film de blanc et ça va être une catastrophe. C'est pas du tout ça qu'on peut faire. Et donc, faire appel à un casting de non-professionnels qui, dans leur vie, sont proches de ce qu'ils vont incarner, ça veut dire qu'ils vont amener sur le tournage leur connaissance fine de comment ça marche, de comment on se parle, par exemple. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, on va même aller jusqu'à quatre. La troisième chose, c'est que ensuite, bah, justement, j'ai fait un gros travail avec tous ces gens avant le tournage, de répétition, pour essayer toutes les scènes avec eux, comprendre comment les scènes vont marcher avec eux, avec leurs mots, mais pas seulement leurs mots, c'est aussi leurs gestes, leur manière de ressentir les choses, leur, leur compréhension fine, encore une fois, des rapports sociaux entre ces différents personnages. Ils savent ça mieux que moi. C'est-à-dire qu'on parle souvent de direction d'acteur, mais moi je pense que avec mes acteurs, je viens aussi pour écouter et pour apprendre beaucoup de choses. Et donc j'ai adapté beaucoup le scénario à ce que j'ai vu qui marchait avec eux, parce que c'est réel pour eux, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et quatrième chose qui donne cet aspect très documentaire, c'est un tournage avec une équipe très légère qui permet de s'insérer dans la ville. Donc on ne coupe pas la circulation, on bloque pas les rues, et on filme dans le tissu urbain. On filme dans le métro, dans le RER, et quand on filme dans le métro, on n'arrête pas les métros, on n'arrête pas la vie en fait. Et pareil dans la rue, et même dans les restaurants dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le tournage est suffisamment léger pour pouvoir rentrer dans la vie de la ville et que donc tout ce qu'on sent du monde extérieur donne ce sentiment que tout est très réel. Et justement, pourquoi vous avez choisi du coup de faire une fiction?
On se pose la question, comme vous avez vu tout ça, vous avez compris tout ça, vous souhaitiez pas faire un documentaire ou une série de documentaires sur un sujet qui est très important et vaste? Parce que je pense que la fiction me donne le moyen d'aller plus loin dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire d'amener le spectateur à un certain niveau d'émotion. Et que le fonctionnement du film est un fonctionnement émotionnel et pas intellectuel. Alors, c'est pas un film qui prend le spectateur pour un idiot, hein, au contraire. Et je pense que le spectateur comprend plein de choses en voyant le film, mais le fonctionnement du film n'est pas intellectuel, il est émotionnel. Au fond, en documentaire, souvent, on reste un petit peu à distance de ce qu'on regarde dans un travail de compréhension. Et je pense que la fiction nous permet une adhésion plus puissante en fait du spectateur. Et que je pense que l'émotion avec laquelle on laisse le spectateur à la fin du film, qui est très particulière, elle serait pas possible en documentaire. Et que cette émotion laisse une trace chez le spectateur qui va le faire réfléchir à plein de choses ensuite. Oui, je pense que le cinéma peut changer le regard des gens et non seulement il peut, mais il doit. On est là pour ça en fait. Euh, on fait pas des films juste pour se faire plaisir ou, enfin en tout cas moi je peux pas faire un film si j'ai pas le sentiment qu'il y a une forme de nécessité là-dedans. Et ce qui donne la nécessité, c'est l'idée que oui, le film va avoir une forme d'action dans le monde. Alors, le film change pas le monde, mais il peut changer le regard des gens. Est-ce qu'il change le regard sur les migrants? Peut-être un peu. En tout cas, le regard sur les livreurs, c'est sûr. Moi, j'ai reçu des dizaines de témoignages de gens qui me disent, maintenant que j'ai vu le film, je regarde pas les livreurs pareil. Et là, je marchais à travers Angers en remontant du restaurant tout à l'heure, là, et qu'on a croisé une dizaine de livreurs sur la route. Enfin, moi, je les regarde évidemment, mais tous les gens qui étaient autour de moi les regardent aussi. Mais tellement de gens m'ont dit, maintenant, je regarde les livreurs et je me dis, derrière chaque livreur, il y a une histoire. Voilà, j'ai bien aimé cette phrase que quelqu'un m'a dite. Derrière chaque livreur, il y a une histoire. Donc, oui, ça change le regard des gens, je pense. Pas forcément tous les films, ça dépend quel est l'objectif que se donne un film. Mais un film comme là, comme celui-là, il change le regard des gens, c'est sûr. C'est sûr. Les gens ne regardent plus les livreurs de la même manière. Enfin, les gens qui ont vu le film, c'est pas tout le monde. Moi, je suis pas un expert dans la question migratoire et je suis pas non plus un voyant qui devine l'avenir. Mais ce qui est clair, c'est que on est de plus en plus devant quelque chose comme une bataille culturelle. Aujourd'hui, l'extrême droite dit qu'ils veulent mener une bataille culturelle pour se réemparer de la culture sur les thèmes de l'avortement, Eh ben, ok, menons cette bataille culturelle. Une petite question sur, évidemment, Sangaré qui a obtenu ses papiers. Est-ce que quand vous l'aviez retenu, vous aviez connaissance de ce fait-là? Question complémentaire, du coup, c'est quelque chose que vous avez fêté ensemble, ou vous en avez parlé, il vous a appelé? Et troisième question un peu sur la même thématique, est-ce que d'autres personnes dans le film étaient dans la même situation? Oui, je savais très bien quelle était la situation de Sangaré quand on l'a engagé. En fait, avant même de commencer le casting, j'ai convaincu mes producteurs de la nécessité d'engager, enfin en tout cas de la possibilité qu'on engage des sans-papiers parce que moi quand je faisais du terrain, quand je faisais des rencontres, je voyais que 80% des gens que je rencontrais étaient sans-papiers. Et ça me semblait pas possible de faire le film de manière honnête, cohérente avec la démarche qui était la mienne, la démarche artistique, en me disant d'emblée, bon, ben, tous les gens que je rencontre, ils sont pas de papier, mais quand on va faire le film, on va le faire jouer par des gens qui ont des papiers. Ça me semblait comme schizophrénique. Donc en termes de cohérence artistique, pour moi, c'était clair qu'il fallait d'emblée se dire, en tout cas s'ouvrir à la possibilité que si on rencontrait quelqu'un qui était sans papier et que c'était lui qu'il fallait engager, on l'engage. Voilà. Donc effectivement, Sangaré n'avait pas de papier. Au moment où je l'ai rencontré, il était en train de déposer une demande, ce qui fait que pendant le tournage du film, il était sous récépissé. Mais voilà, et il n'est pas le seul dans le film. Et évidemment, la question de ces papiers je dis nous parce que je suis pas le seul, les producteurs aussi. Enfin, cette question nous a énormément souciés tous ces derniers mois, depuis que Sangaré a reçu une réponse négative de la préfecture en février 2024, pendant que moi j'étais en montage.
Et à partir de ce moment-là, voilà, il était clair qu'il allait falloir qu'on se batte pour lui, que ça faisait partie de notre responsabilité l'ayant engagé. Donc, quand on a su que le film allait au Festival de Cannes, on s'est dit, bon, voilà, c'est bien. Quand on a vu qu'il gagnait un prix au Festival de Cannes, on s'est dit, ben ça, avec ce prix-là, on va le faire régulariser très vite. Mais ça a été un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Ça a pris plus de temps. Les gouvernements qui étaient en place ont disparu. Voilà, la vie politique française était un petit peu troublée, ce qui a compliqué les choses. Mais c'était clair, c'était évident qu'on n'allait pas le lâcher. La production a engagé un avocat une avocate, pardon, pour suivre le dossier. Moi, de mon côté, je n'ai pas cessé de chercher à pousser un certain nombre de portes pour trouver la bonne personne qui allait pouvoir l'aider. Et donc, évidemment, quand il a eu ses papiers, il l'a fêté. Donc, lui, il l'a fêté à sa manière à lui, c'est-à-dire qu'il est allé il a tué un mouton et il m'a apporté un énorme quartier de ce mouton chez moi. Je lui dis, mais c'est pas la peine et tout ça, mais symboliquement, pour lui, c'était impossible de pas m'apporter un morceau de ce mouton. Voilà, et on va faire une grande fête très bientôt. En fait, on n'a fait aucune fête pour le film. On n'a pas fêté la sélection à Cannes, on n'a pas fêté les prix à Cannes, on n'a pas fêté la sortie, on n'a pas fêté 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 entrées. On va faire une fête maintenant que Sangaré est régularisé. Une très grosse fête. Est-ce que vous souhaitez continuer sur ce sujet, faire d'autres films à base de ces personnes ou vous avez d'autres projets pour votre prochain film? Alors, j'ai plein d'autres projets, mais le projet immédiat sur lequel je travaille maintenant, c'est un projet de série qui se passe en Amazonie, au Brésil. Donc, c'est vraiment de tout autre sujet. Encore une fois, moi j'ai fait tous mes films loin et ça m'intéresse d'explorer d'autres régions du monde. Mais c'est pas impossible que je refasse un film, c'est même déjà un peu en train de se dessiner, que je refasse un film à Paris autour de questions, enfin d'histoires dans lesquelles rentrent des personnages de migrants. J'en dis pas plus. Je reviens un peu sur la question politique. Les sociétés comme Uber Eats, Deliveroo, qui offrent ces emplois précaires dans des conditions compliquées, qui jouent un petit peu avec la légalité même. Comment vous les regardez, vous? On sent des choses dans le film, mais j'aimerais avoir votre avis quand même, parce que c'est des sociétés qui, certes, exploitent, mais à côté de ça, il y a tout un tas d'autres sociétés qui n'exploitent pas, mais qui n'ouvrent pas les portes, tout simplement. Alors du coup, il y a une certaine ambivalence vis-à-vis d'elles. Il y a une ambivalence, oui, c'est vrai, et c'est même pour ça que je suis un petit peu embarrassé pour vous répondre, parce qu'en fait, moi, dans le film, j'ai tendance à essayer d'adopter le point de vue de mes personnages. C'est ça que je trouve intéressant, en fait, dans ma démarche, dans ce que je fais. Et je sais que si vous posez la question à ces migrants africains, ils vont pas vous dire que Uber Eats ou Deliveroo, c'est des grands méchants. Ils vont vous dire qu'ils sont très contents de pouvoir faire de la livraison et de travailler. Parce qu'en fait, quand vous êtes migrant, il y a pas beaucoup de solutions différentes. Enfin, les migrants à Paris, soit vous faites de la livraison, mais il faut trouver un compte, c'est pas facile et c'est de plus en plus difficile. Soit vous faites travailler dans le bâtiment au noir, il y a beaucoup qui travaillent comme ça. C'est très dur, physiquement c'est très dur, beaucoup se cassent physiquement en travaillant dans le bâtiment. Donc c'est vrai que je suis embarrassé parce qu'à la fois je vois bien que ces sociétés sont des exploiteurs, enfin exploiteurs d'ailleurs, surtout parce qu'ils ne proposent pas d'emploi mais qu'ils proposent à des gens de travailler comme auto-entrepreneurs et que cette situation, si je regarde ça de l'extérieur, en sociologue, cette situation est assez injuste et ça crée toute une déconstruction du droit du travail. Mais si maintenant je regarde ça du point de vue de mes personnages, de tous ces gens que j'ai rencontrés, qui ont fait de la livraison, qui sont arrivés en France illégalement, qui cherchent à travailler parce qu'ils veulent travailler, ben, malgré tout, c'est là qu'ils ont des opportunités. Mais donc c'est difficile pour moi de répondre à ça parce que y répondre de manière rationnelle m'oblige à me décoller en fait de l'expérience de mes personnages, de l'expérience de tous ces migrants africains que j'ai pu rencontrer pour retrouver mon point de vue d'intellectuel blanc bien assis sur sa chaise qui peut juger que oui, ben, c'est pas bien l'exploitation que fait Uber Eats ou que
Voilà. Mais je suis un petit peu embarrassé pour répondre à cause de ça. Peut-être une dernière question, parce que on est à quelques heures du palmarès du jury. Est-ce que vous avez vu des films qui vous ont fait fondre? Et est-ce que dans vos critères, vous allez pouvoir donner la chance à quelqu'un? Est-ce que pour vous, ce sera aussi un geste politique de... Est-ce que votre regard, du coup, est aussi politique en tant que jury sur les films que vous avez regardés? Je pense que être jury et rendre un palmarès, c'est toujours politique, même si on ne défend pas le cinéma politique ou le cinéma engagé. C'est toujours politique au sens où on décide, on décide de mettre en avant telle personne, enfin tel film, telle démarche cinématographique et donc telle conception du cinéma. Après, je viens pas, si je viens faire jury ici, j'essaie de venir de manière un peu ouverte. Je viens pas forcément pour récompenser des gens qui font des films qui ressemblent à ce que moi je fais ou je veux faire. Là, faut essayer quand même d'être un tout petit peu ouvert et puis ouvert aussi à la diversité du jury. On est quatre, on n'a pas les mêmes profils, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Mais oui, oui, on a vu des belles choses. Je suis très content du Grand Prix qu'on va remettre tout à l'heure. Je ne dirais évidemment pas ce que c'est, mais j'en suis très content. Et pour le coup, on était assez unanimes tous les quatre. Je crois qu'il n'y avait pas de doute pour aucun de nous quatre que c'était à ce film-là qu'on voulait remettre le prix. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.